Bonjour, Madame Tarquin de la médiathèque Bernadette Cassapiro de la ville de Saint-Claude. Ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir deux historiens et écrivains, dont Gérard Lafleur, qui dans un instant présentera son ouvrage, son dernier ouvrage, qui s'intitule Des résidences des gouverneurs aux résidences préfectorales en Guadeloupe, et l'historien Raymond Boutin, qui nous fait le plaisir d'être l'interlocuteur tout au long de cette présentation. Vous qui suivez le live, vous pourrez dès à présent poser vos questions à l'auteur auquel il répondra. Et je vais laisser tout de suite la parole aux intervenants en vous remerciant. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lafleur. Vous avez eu l'occasion de nous proposer par le passé différents ouvrages sur les protestants, sur le sirop du Valais, sur la ville de Saint-Claude, sur différentes communes. Aujourd'hui, vous nous proposez un ouvrage sur les résidences des gouverneurs en Guadeloupe. Ma question est la suivante. Comment cette idée vous est-elle venue? Bien, alors cet ouvrage, bonjour d'abord à tout le monde. Alors cet ouvrage a été écrit à l'initiative du préfet Gustin, qui a été préfet en Guadeloupe un certain temps et qui a été logé dans la résidence préfectorale de Saint-Claude. Et comme il est historien, il a voulu également connaître l'histoire de cette résidence qui est classée monument historique. Il s'est donc adressé à M. Julien, qui est le directeur des archives départementales de la Guadeloupe, et M. Julien lui a fait savoir que j'avais déjà un peu travaillé sur les résidences, notamment à propos de mon livre sur Saint-Claude, et puis également la résidence secondaire à propos du livre sur Saint-Pierre du Matouba. Et donc le préfet est rentré en contact avec moi et m'a demandé si on pouvait retracer l'histoire de la résidence de Saint-Claude. Alors, je lui ai répondu qu'effectivement, on pouvait le faire, mais qu'on pouvait faire mieux, c'est-à-dire retracer l'historique des résidences des gouverneurs depuis l'origine de la colonisation. Et c'est comme ça que donc on s'est mis au travail et que l'on a pu retracer l'histoire de ces résidences des gouverneurs, puis des résidences préfectorales. Monsieur Lafleur, se loger, c'est une préoccupation ancienne et permanente des humains. De tout temps, on a cherché d'endroits pour se mettre à l'abri. Alors, mais le logement d'un gouverneur, ce n'est pas quelque chose d'innocent, c'est quelque chose de bien particulier. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut respecter ou qu'on a respectées pour ce logement? Oui, effectivement, le logement du gouverneur n'est pas choisi au hasard. Et le gouverneur, où se trouve le gouverneur, se trouve le centre du pouvoir de l'État. Le gouverneur représente l'État. Et donc la perception, le logement du gouverneur indique la perception que l'État a de cette colonie. Ainsi, en fonction de l'histoire, le logement du gouverneur va être différent et le lieu va être différent. Il va être à chaque fois symbolique. Il s'agit d'indiquer où se trouve le centre du pouvoir au niveau géographique, politique et administratif. Alors, il indique également l'évolution des relations entre les différents États, avec les périodes de tension. Selon la situation politique, les tensions qu'il y a entre les États, et notamment avec les Anglais, le gouverneur va se loger différemment. Ainsi, les premiers gouverneurs étaient d'abord des chefs militaires, et ils ont été logés dans des forts. Alors le premier, l'Olivet du Plessis, la première chose qu'ils ont faite, c'est de construire un fort de chaque côté de la petite rivière à la Pointe-à-l'Air. Ensuite, on a construit le fort royal de Vieux-Fort. Puis, ensuite, Charles Louel a fait construire le fort de Basse-Terre, avec un petit intermède où le gouverneur Aubert a construit une résidence à Rivière-Sens. Et donc, les premiers gouverneurs étaient d'abord des gouverneurs des militaires. Et d'ailleurs,
ils venaient dans ce fort quand il y avait des tensions. Eux-mêmes, ils avaient déjà des habitations sucreries, qui leur fournissaient des moyens financiers, et qui leur permettaient de tenir leur rang. Mais quand en 1719, M. de Moyencourt est arrivé, lui il n'avait pas d'habitation, il n'avait pas de moyens, et il s'est rendu compte en arrivant à Basse-Terre qu'il n'y avait pas de logement pour le gouverneur. Et comme il dit, il a dû louer une habitation, il a dû louer une maison. Et comme il écrit, il dit, moi je n'ai pas d'habitation, je n'ai pas de revenus pour tenir mon rang. Donc j'ai besoin d'une résidence. Et c'est à ce moment-là qu'on a loué une maison à l'endroit où se trouve actuellement le Conseil général, le palais du Conseil général. C'est là, donc on a loué cette maison pour M. de Moyencourt. Cette habitation qui était assez modeste a été plus ou moins abandonnée lors de l'occupation anglaise. Et quand M. de Nolivos est arrivé, il a trouvé une quasi-ruine. À ce moment-là, on a reconstruit cette habitation, cette résidence, et son successeur, le gouverneur d'Argos, a acheté des terrains tout autour pour élargir l'assiette de cette résidence. Et c'est ainsi qu'a été créé le champ d'Argos. Voilà. Alors, le gouverneur avait également une maison, disons, en dehors de la ville. Une maison, comme je dirais, d'hivernage. Alors, la première maison se trouvait au-dessus de la batterie royale. La batterie royale, c'est où se trouve actuellement le cimetière de Basse-Terre. Donc, il avait une maison au-dessus qui s'appelait Montrepos. Et en 1806, le gouverneur Arnouf a décidé de s'installer sur les hauteurs, et il est venu s'installer dans l'ancien presbytère de la paroisse du Matouba. Voilà. Donc c'est là, et cette habitation a été améliorée, et c'est devenu la résidence d'hivernage des gouverneurs. Donc, M. Lafleur, les gouverneurs ont résidé en divers endroits, en divers lieux. Parfois, ils résidaient à proximité de leur bureau, d'autres fois dans des lieux très éloignés, comme vous le dites. Alors, la question, c'est, selon les saisons, selon les circonstances, ils habitaient ailleurs, c'est bien compris ce que vous m'avez dit. Alors, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu davantage? Oui, alors, ils habitaient jusqu'en 1825. Pourquoi 1825? Parce qu'en 1825, en juillet 1825, il y a eu un très gros cyclone qui a détruit la résidence du gouverneur. Donc, le gouverneur Joseph Jacob, qui n'aimait pas trop résider à Basse-Terre, est venu s'installer à Matouba, dans la résidence d'hiver du Matouba. Et il n'a plus voulu redescendre. Alors, donc, vous m'avez parlé du cyclone. Oui. Est-ce que ce sont les seules vicissitudes que ces résidences ont connues? Oui, on va parler également d'autres éléments, mais pour le moment, donc, on va rester sur Matouba, et Matouba va devenir le centre en définitive, puisque c'est là que réside le gouverneur Jacob. Et quand M. de Retour revient, le ministre lui ordonne l'ordre de redescendre sur Basse-Terre, puisque le chef-lieu c'est Basse-Terre. Et à ce moment-là, il va s'installer dans des bâtiments qui avaient résisté au cyclone, et des bâtiments qui étaient vétustes et qui se trouvaient à l'endroit où se trouve actuellement le cinéma d'Argos et le restaurant. Là, ici, c'était une maison en bois, une grande maison en bois, et les gouverneurs, dès qu'ils le pouvaient, montaient sur Matouba pour se mettre au frais, pour résider. Voilà. Et donc, on avait deux résidences en définitive, celle de Basse-Terre et celle de Matouba. Voilà. Donc, et ça a duré jusqu'en 1905. En 1905, il y a eu un incendie qui a détruit entièrement la résidence de Basse-Terre, plus la salle de réunion du conseil privé. Et quelques jours plus tard, c'est le trésor qui a brûlé. Donc tout avait brûlé, ce qui fait que les gouverneurs résidaient plutôt à Saint-Claude. Mais entre-temps, en 1849, le gouverneur Fieron avait décidé de s'installer dans les pavillons des officiers du camp Jacob, puisque à partir de 1841, le camp Jacob a été créé, le camp d'acclimatation
on disait à l'époque, d'acclimatement a été créé sur le camp Jacob. Et donc, le gouverneur Fieron, qui était célibataire, qui trouvait que la résidence de Batouba était en très mauvais état, a décidé de s'installer dans les pavillons du camp Jacob. Et ce sont les prémices voilà, de la résidence préfectorale actuelle. Donc à partir de 1654, on a décidé de séparer les pavillons du camp Jacob. Donc on a retiré ce n'est plus un terrain militaire, on a clôturé et on a construit la résidence actuelle que l'on retrouve actuelle et qui était la résidence d'hivernage des gouverneurs. Voilà. Alors la résidence préfectorale, le public la visite de temps en temps, en particulier lors des journées du patrimoine. Donc c'est un lieu de pouvoir. C'est un lieu patrimonial. Oui, c'est un lieu, oui. Elle a un intérêt, je suppose, architectural aussi, puisque c'est un monument qui est important dans le patrimoine de la Guadeloupe. Oui, c'est un monument, il est classé d'ailleurs monument historique, et c'est un témoignage de l'architecture de l'époque, des grandes maisons de l'époque, où l'on retrouve cette architecture enfin, on ne peut pas dire que ce soit monumental, une très belle architecture en bois, avec le lieu également des arbres centenaires et surtout à l'intérieur, vous avez tout un mobilier, de la vaisselle, etc., qui sont des témoignages de l'ameublement passé. C'est donc un lieu, disons, un lieu de patrimoine, un témoin du patrimoine historique de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, tous les hommes politiques qui sont passés, donc on a eu ici, on a vu passer le général de Gaulle, déjà, pour lequel il est passé en 56, et puis en 72, 63, 64, et donc on a dû construire un lit spécial pour lui, donc le général de Gaulle. Il y a eu également Giscard d'Estaing, Chirac, Mitterrand, et puis une kyrielle de ministres qui sont passés là, et tous ont conservé un très bon souvenir de ce passage à Saint-Claude, de ce site exceptionnel, de ce site tranquille, frais, exceptionnel par rapport, disons, au reste de la Guadeloupe. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un lieu qui est clos, Oui. c'est un lieu qui a reçu des grandes personnalités politiques, mais vous savez, tout ce qui est clos, tout ce qui est renfermé, les gens fantasment beaucoup dessus. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce que, parce que c'est un lieu où il y a des décisions importantes qui ont certainement été prises, où il y a eu des réunions importantes qui ont été prises, est-ce que vous avez des renseignements sur cela, sur des moments particuliers de l'histoire ou de la gestion du département, de la colonie avant? Non, en réalité, non, je ne me suis pas attaché à, disons, ce qui s'est passé à l'intérieur, si vous voulez. Ah oui, parce qu'on suppose qu'il y a eu beaucoup de gens qui fréquentent peut-être même le soir ces lieux pour des réunions, pour des choses qu'on... Oui, c'est effectivement. On a d'ailleurs une photo qui se trouve sur au CICAD, à Batouba, où l'on voit le gouverneur de l'époque, je crois que c'était le gouverneur Pierre Tour, il est également avec des hommes politiques, et qui étaient en résidence ici, et qui, donc c'était lors d'une soirée. Donc il y a des soirées, effectivement, le préfet reçoit notamment lors des grandes fêtes également. Alors, avant que la résidence brûle à Basse-Terre, systématiquement, il y avait, le 14 juillet par exemple, il y avait une réception à Basse-Terre. Également, on sait que par exemple, le gouverneur recevait ses homologues anglais, des îles anglaises. Et donc c'était l'occasion de fêtes, de réceptions, etc. Et donc toute la haute société voulait y être naturellement, en grande toilette. Oui, moi je comprends bien, mais moi ce qui m'intéressait, c'était ce qu'on fantasme, ce que l'on peut connaître. Alors je vais poursuivre, Monsieur Lafleur. Cette résidence préfectorale, c'est un lieu prestigieux. Je suppose que son fonctionnement
exige un encadrement important. Comment ça marche à l'intérieur de cette résidence? Alors il y a un personnel qui est là à plein temps et qui, disons... Important? Je n'ai pas, enfin je n'ai pas vu beaucoup de monde, donc il y a et puis ensuite il y a la DRAC également qui s'en occupe au niveau, disons, de l'architecture, au niveau des réparations, des améliorations. Également la DRAC dernièrement a fait tout l'inventaire, d'ailleurs on le retrouve dans l'ouvrage, hein, donc l'inventaire du mobilier, de la vaisselle, et tout ça a été publié et fait partie du patrimoine, disons, à conserver. Mais là, c'est au niveau administratif, c'est plutôt la DRAC, ou la DAC plutôt, Direction de l'Action Culturelle, qui s'en occupe. Et puis vous avez du personnel d'entretien général, de jardiniers, femmes de ménage, gardiens, etc., qui entretiennent pour l'entretien de tous les jours. Dans cette décoration, dans ce décor, dans ce mobilier, est-ce qu'il y a des éléments qui sont particulièrement intéressants? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le mobilier, notamment les lits à baldaquin, comme on faisait dans le temps, tout le mobilier ancien. Alors, apparemment, le mobilier a été acheté par un préfet, Bono, m'a-t-on dit, qui a été fortement critiqué. Il a acheté notamment dans les îles voisines. Il a acheté également de la vaisselle. Et tout ça fait partie du patrimoine, est conservé, est entretenu et fait partie. C'est vraiment une espèce de musée. Ouais. C'est un musée. Les jardins font partie de l'ensemble de cette résidence. Ah oui, les jardins font partie également et les jardins participent à l'ambiance. Puisqu'on a des litchis qui sont centenaires et qui sont des arbres qui sont centenaires et qui sont devant et qui sont magnifiques. Vous avez toute cette partie extérieure qui fait que ça participe à cette ambiance, disons, de repos, de retrait un petit peu, par rapport à la ville, par rapport à Basse-Terre, qui est plus chaude, qui était plus active. Oui. Bien, Monsieur Lafleur, nous avons évoqué le contenu de cet ouvrage. Indiquez-nous, est-ce qu'il y a des choses est-ce que vous pouvez nous indiquer les références à qui est-il destiné cet ouvrage? Je pense qu'il est destiné aussi aux établissements scolaires, à d'autres personnes, à qui d'autres? Et comment peut-on se le procurer? Bon, alors cet ouvrage intéresse naturellement tous les Guadeloupéens, puisque c'est quand même un endroit, disons, symbolique également. Donc, il intéresse également les historiens, puisque, donc, naturellement, tout ce qui a été écrit s'appuie sur des documents dont on pourra retrouver la référence, et donc éventuellement, pour certains, aller plus loin. Elle intéresse également, naturellement, les étudiants qui pourraient peut-être trouver là-dedans une chronologie des événements, etc. Alors, également, à la fin de cet ouvrage, on a fait quelques biographies sommaires de personnages importants, notamment Félix Eboué, Joseph Jacob également, donc des personnages, Gourbert également, qui ont marqué l'histoire de la Guadeloupe. Parce que malgré tout, les gouverneurs, même si les gouverneurs sont ceux qui vont impulser la politique et qui vont impulser l'organisation de la colonie, notamment Gourbert, qui a été un très grand organisateur, notamment pour tout ce qui est routier, tout ce qui est voirie, également de retour, qui a eu un rôle très très important en Guadeloupe, notamment en Grande Terre, mais également pour créer le camp Jacob avant le camp Jacob, c'est-à-dire le camp qui se trouvait à Matouba. Et malheureusement pour des retours, sa femme est décédée une semaine après son arrivée en Guadeloupe de la fièvre jaune. Et donc il était très, très attentif à tout ce qui était hygiène. Et c'est pour ça qu'il a insisté pour améliorer et pour agrandir le camp du Matouba avant que
que le ministre décide que le camp serait au camp Jacob. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter, M. Lafleur? Non, j'espère qu'il aura une bonne audience et que, ma foi, ça a amené des connaissances sur l'histoire de la Guadeloupe. Je vous remercie. Moi de même. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je voudrais juste préciser pour la DAC, c'est que le monument a été restauré donc, il y a quelques années maintenant par la DAC intégralement restauré. Donc c'est maintenant vraiment une maison vraiment superbe hein, au niveau peinture, au niveau intérieur. Je trouve l'élément très intéressant, c'est l'escalier en colimaçon qu'il y a à l'intérieur qui est splendide, qui convient vraiment de voir. Une ferronnerie d'art magnifique. Et puis, donc, je m'occupe des Journées européennes du patrimoine. Et donc, ça fait 5 ans maintenant qu'on l'ouvre effectivement au public. Et les Guadeloupéens sont effectivement extrêmement intéressés par ce lieu, ce site, qui est effectivement très symbolique et puis un peu secret, un peu fermé. Il se passe plein de choses, comme on l'a dit. Donc, beaucoup de visites chaque année. Et cette année, évidemment, avec notre crise sanitaire, nous n'avons pas pu malheureusement réaliser les journées. Mais le préfet est très intéressé et attend impatiemment de pouvoir l'ouvrir au public l'année prochaine. Voilà. Je n'aimerais bien noter le moment où cette résidence ici est devenue indépendante des officiers, du quartier des officiers du camp Jacob. Alors c'est 1851-54. En 1854, c'était construit. 1851, la décision a été prise de 1854. Et comme c'était un terrain militaire, il a fallu, et qui avait été payé avec des fonds locaux, il a fallu donc la détacher et c'est l'État qui a payé pour rembourser la caisse locale. Donc ce n'est plus un terrain militaire depuis, c'est un terrain qui appartient au département maintenant. Donc si vous n'avez pas de questions... Est-ce qu'il y a eu par hasard des événements particuliers qui se sont déroulés dans Des événements particuliers... Oui, bon, c'est plutôt sur Basse-Terre, hein, les événements particuliers. Par exemple, il y a un événement particulier, c'est pour la résidence de Matouba. C'est-à-dire que quand les Anglais ont occupé la Guadeloupe de 1810 à 1815 puis 1816, à ce moment-là, quand en 1816, le gouverneur Leyte devait partir et les Anglais ont adoré Matouba. Ils étaient là, d'ailleurs ils avaient fait un grand jardin, enfin ils avaient bien amélioré. Par contre, ils n'aimaient pas trop Basse-Terre. Et quand le gouverneur Leyte devait partir, des habitants se sont cotisés pour acheter la maison du Matouba et l'offrir au gouverneur. C'est-à-dire des premières réunions du conseil privé de la Guadeloupe, c'est les conseillers privés qui, devant Leyte, le gouverneur anglais, lui font naturellement des compliments, etc. et désirent lui offrir la maison du Matouba. Et donc lui répond en français, puisqu'il parle parfaitement français, il répond que naturellement il aimait énormément la Guadeloupe, mais que vu les circonstances, il ne pouvait pas accepter ce cadeau, qu'il est remercié, et qu'il sera toujours, dit-il, proche de la Guadeloupe. Bon, il est reparti à la Barbade, et il est mort de la fièvre jaune tout de suite après. Ouais. Donc il n'aurait même pas pu profiter de la résidence du Matouba. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça. Par exemple, c'est au Matouba également que Ernouf s'enferme quand les Anglais arrivent en 1810 et que c'est à la résidence du Matouba qui va signer l'acte de capitulation de la Guadeloupe, puisqu'il s'était trouvé encerclé
à Batouba. Et donc, quand il a vu les Anglais, il se levait pour prendre son petit déjeuner. Et il a entendu les trompettes des Anglais qui débarquaient d'en haut. Donc, il a envoyé son officier pour faire cesser le combat. Et il a signé la capitulation dans la maison du Batouba. Il faut dire aussi que le camp Jacob s'est installé là parce qu'un peu plus haut, il y avait une énorme batterie, une grosse batterie qui était plus haut. Et c'est dans cette batterie que Boyer-Perello a signé la capitulation des forces françaises quand les Anglais sont revenus, quand les Anglais étaient partis en 1814, ils sont revenus en 1815 à la suite des 100 jours, et c'est dans cette batterie qui est au-dessus du camp Jacob que Boyer-Perello a signé la capitulation des troupes françaises en 1815. Et les Anglais sont partis définitivement en 1816. Comment? Oui. Non, c'était simplement pour dire que la ville-gouverneur parfois était aussi, disons, risquée. Parce qu'on a retrouvé dans les archives à 2 occasions une fusillade en plein jour sur la voiture du gouverneur en 1910. C'était pendant la Grande Grève, pendant qu'il remontait vers Saint-Claude, sans doute. Ça s'est passé à Saint-Claude. Et en 1924, un attentat contre le gouverneur Jocelyn Robert à la bombe. Hein. C'était en 1924, en août 1924 exactement. Donc vous voyez, les résidences de gouverneurs posent aussi d'autres problèmes. C'est vrai qu'à un moment donné, quand moi j'habitais à côté, là, à un moment donné, la résidence était gardée militairement. Hein. Ouais. Donc, je peux y aller? Est-ce qu'il y avait des moyens de sécurité particuliers dans la mesure où le gouverneur c'était le personnage principal de la colonie? Est-ce qu'il y avait une moyen de sécurité pour le gouverneur particulier? Oui, probablement, mais ça était en période de tension. Mais autrement, oui, il y avait, de toute façon, il y avait les militaires à côté. Hein. Et d'ailleurs, si Fierro s'est installé en 1849, pas par hasard à côté du camp Jacob, c'est qu'il avait à proximité les militaires. Et si on avait également, si on avait besoin des militaires, c'était parce qu'il y avait des tensions, notamment après l'abolition de l'esclavage, et on craignait fortement des révoltes. Il y avait également, on savait ce qui se passait à Haïti, etc. Et donc il y avait une certaine crainte quand même. Et les militaires étaient nombreux quand même par rapport au territoire. Donc le gouverneur était toujours gardé par une garde militaire. Oui. Selon vous, les critères de choix étaient pour choisir l'endroit, Oui. étaient d'abord stratégiques. Oui, ils étaient stratégiques et ils correspondaient à une vision que l'on avait. C'est-à-dire qu'au départ, disons au XVIIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'était d'abord la fonction militaire, c'est-à-dire qu'il fallait défendre le territoire, et notamment le chef-lieu. Et puis ensuite, le gouverneur, lui, il était installé au centre de la ville. C'est-à-dire que la ville de Basse-Terre s'est développée d'abord dans ce qu'on appelle le quartier du Carmel. Et il s'est poursuivi, ça s'est construit en direction du nord. Et quand M. de Moyencourt s'est installé, il s'est installé à la limite de la ville utile. C'est-à-dire qu'il y avait le quartier du Carmel avec les couvents,
les 3 couvents, et avec les églises, c'était là que se trouvait la ville. Donc lui, il était à la limite. Et ensuite, autour de la résidence du gouverneur, s'est construit les nouveaux quartiers. Et s'est construit ce qu'on appelait ensuite le quartier Saint-François, c'est-à-dire depuis la rivière aux Herbes jusqu'à la rivière des Pères. Mais ça, c'était le quartier Saint-François. Mais au départ, le gouverneur s'est installé dans la ville. Et il faisait partie de la ville. Et d'ailleurs, quand le champ d'Arbaud, quand ça s'est agrandi en direction du champ d'Arbaud, le centre de la ville qui se trouvait la place du Carmel, c'est-à-dire vers l'église qu'on appelle l'église du Carmel, qui était en réalité l'église des Jésuites, cette place-là, où il y avait également, où résidait le lieutenant du roi, résidait l'administration, ce centre administratif s'est déplacé vers le champ d'Arbaud pour devenir le centre de la ville. Donc, où se trouve le gouverneur? Se trouve la représentation du pouvoir politique, administratif, géographique. Et donc, en fonction du lieu, et en fonction des événements, en fonction de la vision que l'on veut donner du pouvoir, le lieu de résidence va changer et le gouverneur et ensuite le préfet va avoir une position qui est une position symbolique. Dernière question. Oui. Ça ne gêne pas. Non, pas du tout. D'accord. On a beaucoup parlé ces derniers temps, tu parles des gouverneurs. Y a-t-il le lien entre les résidences du gouverneur et puis le bal du gouverneur? Oui, on parlait, oui, notamment pour le 14 juillet, il y avait toujours le bal du gouverneur et tout le monde voulait y être. Donc, et également pour les fêtes, par exemple, quand quand le roi avait été, disons, un nouveau roi, donc il y avait également bal, etc. Voilà, donc on fêtait là, et tout le monde naturellement voulait apparaître au bal du gouverneur avec les toilettes, etc. Même pour le carnaval, non? Pour le carnaval aussi. Oui. Donc cela se passait bien dans la résidence. Ah oui, dans la résidence. Je crois d'ailleurs que on a, disons, inséré un texte qui parle de ça, un texte qui décrit le bal, enfin la réception du gouverneur. Par exemple, quand un des gouverneurs, avant Jacob, c'était monsieur Benoît, un gouverneur a reçu la famille du gouverneur général anglais. Donc ils sont allés avec la troupe l'accueillir, etc. Monsieur de Nozières. Monsieur de Nozières. Donc il a reçu la famille, le gouverneur général anglais et sa famille. Donc ils sont allés l'accueillir avec la troupe, etc. en fanfare. Ils l'ont amené à la résidence. Et là, il y a eu réception. Donc le soir, il y a eu réception, tout le monde est arrivé, etc. Et les gens étaient en grande toilette et autres. Et ensuite, le gouverneur général anglais a continué son voyage pour aller visiter les îles anglaises, et il a laissé la famille du gouverneur anglais à monsieur et madame de Noyer, au gouverneur français. Et ensuite, quand il est revenu, tout le monde est monté à Matouba. Il y a eu une grande fête à Matouba également. D'ailleurs, la cour en parle. Il a décrit cette grande fête où tout le monde était convié. Naturellement, enfin tout le monde, toute la haute bourgeoisie était conviée. Donc ces résidents ont aussi participé à, à la vie sociale. Au prestige dans la représentation coloniale. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et participer au prestige. Et c'était, d'ailleurs, quand on a voulu commémorer le tricentenaire de la prise de possession de la Guadeloupe et de la Martinique, comme il n'y avait pas de résidence à Basse-Terre, puisqu'elle avait brûlé, à ce moment-là,
comme Aliture était là pour les reconstructions après le cyclone de 1928, on lui a donné l'ordre de construire très rapidement un palais pour recevoir les autorités qui allaient venir pour ces fêtes grandioses. Et donc, la résidence du gouverneur, quand en 1935 les fêtes ont eu lieu, il y a eu d'ailleurs le maréchal Franchet d'Espéré qui est venu, ils ont été reçus dans cette résidence magnifique qui montrait la puissance de l'État. Le palais d'Orléans. Parce que la préfecture actuelle, par exemple la salle où on se réunit, ce qu'on appelle la salle Schulcher, c'était la salle de réception. Il y a encore d'ailleurs les lustres d'époque, et c'était là qu'on recevait les autorités. Au-dessus, il y avait les appartements, avec salle de bain, etc., pour montrer, disons, une image du pouvoir français importante, qui était là. Et d'ailleurs, à la même époque, a été construit le palais du Conseil général. Quand vous regardez le palais du Conseil général depuis la rue, vous voyez les deux grandes statues monumentales, les escaliers, ça c'est pour donner une impression de puissance. C'est de puissance de l'État, des représentants de la représentation de l'État. Et les résidences des gouverneurs et du préfet sont faites pour... c'est symbolique. Voilà. Rien n'est fait au hasard. C'est comme chez les particuliers, Ouais, comme chez les particuliers, me dirait mon boutin, pour... l'État est pas quand on veut montrer ça... Voilà la question que j'ai. Oui. Moi, ce qui me sidère un peu, avant la question, c'est qu'on est au XXIe siècle et que cette belle bâtisse qui annonce toute cette histoire, et puis on reçoit toujours les préfets. Donc, dans cette belle bâtisse, qui, à mon avis, qui peuvent être utiles, fonctionnels, par rapport à faire un musée, un beau musée, avec toute l'histoire du XVIIe siècle. Mais pourquoi, moi, recevoir toujours des préfets dans cette belle bâtisse coloniale, quoi, qui représente quand même le côté colonial de l'époque. Bon, de toute façon, vous voulez les mettre, c'est pas mal, là, et ils sont bien, ils sont au frais. Bon, bon c'est de toute façon... Est-ce que c'est propre à Guadeloupe, c'est propre de recevoir un préfet dans une belle bâtisse prestigieux. Donc est-ce que ça sera toujours pareil au fil des temps Non, je pense pas que ça soit, très honnêtement, je ne pense pas que ça soit lié au statut de la Guadeloupe ou d'autres. Si vous allez dans d'autres départements, vous voyez le préfet, je ne sais pas, depuis Napoléon, le préfet c'est le représentant de l'État et celui-ci doit être symboliquement le représenter. Ce n'est pas une question je pense pas. Je pense, si vous permettez, je pense que le représentant du préfet dans chaque département a effectivement, chaque région a donc une bâtisse qui est historique, souvent monument historique, en tout cas de belle qualité, de belle facture. C'est important aussi de montrer aux yeux du monde que la région a quand même une réputation à tenir. Très souvent, c'est là qu'on disait il se passe des négociations, les crédits sont négociés, et c'est important de les faire dans de bonnes conditions. Donc je pense que ça contribue aussi à ce qu'on puisse valoriser la région en ayant un lieu plutôt prestigieux pour valoriser cette région et pouvoir essayer d'obtenir plus auprès de l'État. Je crois que Véronique Tarquin parle du symbole. Elle dit c'est une maison coloniale. Bon, mais c'est une maison coloniale, mais ça représente, c'est une architecture coloniale. Ça peut être un musée, un super beau musée, comme on voit dans certaines l'histoire, c'est très intéressant, ça c'est sûr. C'est fort intéressant, ça aurait pu être Je peux dire quelque chose? Non, ce que vous voulez dire est différent. Non, je voulais simplement dire que faut pas qu'on se trompe. Non, je comprends ce que vous voulez dire, madame, hein, mais vous voyez, chaque fois que l'on construit,
chaque fois, quelle que soit la puissance qui construit. Vous voyez, par exemple, on a fait la réforme régionale. Dans toutes les régions, qu'est-ce que les régions ont commencé par faire? Créer un bâtiment imposant pour montrer que... C'est ça, l'architecture, c'est la traduction, une expression de la puissance, bien souvent. Et les individus font pareil, il ne faut pas croire, hein, c'est ça. C'est important parce que du coup, c'est ça la trace qui nous reste. Ouais, ouais. Parce que justement, l'État a les moyens d'entretenir, a les moyens de faire en sorte que ça perdure dans le temps. Et donc, du coup, on a cette trace-là historique qu'on peut garder et transmettre. Je pense que c'est important. Oui. Bien. Voilà, Julie Carton nous a rejoint de la DAC. C'est elle qui a, disons, fait le lien avec avec l'éditeur, pour retrouver les illustrations ou autres. Est-ce que vous voulez en parler? Non, mais tout d'abord bonjour à tous. Je pense que vous avez certainement développé l'ouvrage. Le but véritablement pour la DAC, c'était de mettre en avant et de valoriser le patrimoine local, le faire découvrir aux personnes, parce que beaucoup, quand on parle de la résidence préfectorale, c'est un peu... il y a beaucoup de mythes et de légendes autour de ce bâtiment. Et une occasion qui avait été faite par l'ancien préfet, M. Gustin, était de pouvoir montrer aux personnes la résidence préfectorale de Saint-Claude, la présenter, la montrer, bien qu'elle soit ouverte durant les GEP, et également aussi pouvoir mettre en avant ce patrimoine et montrer que ce n'est pas uniquement le patrimoine de l'État, mais que c'est avant tout le patrimoine des Guadeloupéens. Alors oui, certes, l'architecture est une architecture coloniale, néanmoins, ça fait partie et c'est le patrimoine guadeloupéen. Donc ici, véritablement, le but a été de montrer ce qu'est cette résidence et pouvoir la présenter à tout à chacun. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu faire un reportage photographique avec M. Gabriou pour présenter, on va dire, les plus belles pièces au sens propre comme figuré de cette résidence. Entre autres ce fameux escalier qui est monumental, qui est majestueux, qui est magnifique. Là aussi, ça montre toute la beauté de l'architecture, mais également le mobilier, pour montrer également qu'il y a des collections. Et ces collections, elles ne viennent pas forcément de l'Hexagone, mais ce sont des collections issues du monde caribéen. Montrer également qu'il y a des collections du mobilier, du monde caribéen, pas forcément guadeloupéen, mais véritablement du monde caribéen. Donc, véritablement, cette volonté de mise en avant du patrimoine. Voilà. Et ensuite, profiter donc, de tout le savoir de M. Lafleur, historique, et d'avoir pu trouver dans les fonds locaux, c'est-à-dire on n'est pas... Alors, on est allé, M. Lafleur est allé auprès des ANOM à Aix, mais essentiellement, une bonne partie des iconographies historiques eh bien, sont présentes aux archives départementales de Guadeloupe. Donc là aussi, un autre moyen pour montrer toute la richesse iconographique que l'on a de notre territoire, du territoire de la Guadeloupe, en Guadeloupe, que tout n'est pas à Aix, mais qu'on a encore énormément de belles choses à Bizarry, aux archives départementales. Et on a une série impressionnante d'iconographies, de très belles iconographies. Et ça a été aussi l'occasion de les mettre dans cet ouvrage pour montrer également toute cette richesse iconographique. Bien. Bien, merci. Bien, je pense que on va terminer ici. Oui, oui. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Ah, vous voulez dire quelque chose, Madame Weck? Ben, je voulais tout simplement excuser M. le maire qui n'a pu être présent du fait qu'au département il y a une séance. Et aussi remercier M. Lafleur, remercier M. Boutin qui a voulu être candidat aujourd'hui et dire que cet ouvrage destiné à tous sera vraisemblablement mis
dans les rayons pour que ça soit accessible. Normalement, il est déjà dans Je l'ai vu, de la presse, en grande terre, basse terre, il y a l'habitude de la presse. Il y a véritablement toutes les librairies en Guadeloupe. Et il commence même à y avoir un déploiement en hexagone, mais véritablement en Guadeloupe, dans toutes les librairies, on commence à la voilà. Donc cette séance aujourd'hui, nous le rappelons, est diffusée sur tous les ondes, sur tous les réseaux. Nous n'avons pu mettre plus de personnes, inviter plus de personnes du fait des conditions un peu qu'on comprend. Mais voilà, merci beaucoup pour ce travail. Merci à tous. Et puis nous allons continuer avec M. Lafleur, notre partenaire. Voilà. Merci à tous. Alors, vous avez été bloqué.